Mesdames et messieurs, bonsoir. Après une vingtaine d'années de marches, de trébuchements et de réponses aux besoins des communautés à la base, la décentralisation béninoise va connaître un nouveau tournage. Pour plus d'impact, la réforme dans le secteur de la décentralisation voulue par le chef de l'État a été à pris corps depuis 2022. Elle vise, selon le gouvernement, à renforcer et améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines devant prendre en charge les fonctions techniques et administratives dans toutes les communes du Bénin. 2 ans après la mise en œuvre de cette réforme, où en sommes-nous? Que peut-on retenir? La gouvernance locale a-t-elle vraiment quelque chose à véritablement changer dans nos communes? Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Autant de questions pour apprécier la pertinence de cette réforme, et c'est l'objet de cette émission spéciale au cours de laquelle parole sera donnée aux différents acteurs, pour la plupart dans l'opérationnel de cette réforme. Au total, 4 sur ce plateau. Monsieur Landry Henou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ancien secrétaire général de la mairie de Ouidah, vous êtes le coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, 2 secrétaires exécutifs, l'un qui nous vient de très loin, Malanville, monsieur Olivier Aloukoutouy, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Une dame, secrétaire exécutive de la mairie d'Abomey-Calavi, est également avec nous sur ce plateau. Madame Karine Laroule, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Le 4e invité est un acteur de la société civile qui vient de Parakou, monsieur Gérard Viao, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur général du cabinet SMS Africa, observateur également de cette réforme depuis son démarrage, depuis 2022 également. Directeur, vous avez plusieurs casquettes, directeur exécutif de ce ONG. Bien sûr. Merci d'être avec nous également. Bienvenue à tous. On va commencer avec monsieur Landry Henou. Alors on va dire quel est le diagnostic qui a conduit à cette réforme introduite par le chef de l'État en 2022. Merci, monsieur le journaliste. Le diagnostic est largement connu des Béninois, des acteurs qui s'intéressent au développement de notre pays et à la gestion de nos collectivités locales en particulier. Vous savez, c'est déjà en 1990, à la conférence nationale, que le Bénin a fait l'option de la décentralisation, donc une certaine communalisation des pays, du pays, donc qui confère l'autonomie financière, qui confère l'autonomie de gestion aux communes. Finalement, c'est à partir de 2002-2003 que nous sommes passés à la phase opérationnelle de cette décentralisation, qui a été expérimentée pendant près d'une vingtaine d'années. Et au bout du rouleau, soit déjà en 1920, déjà en 2020-2021, excusez du peu, le bilan a été fait que les fruits n'avaient pas tenu la promesse des fleurs. Exactement. À travers quoi? On a noté une politisation à outrance de nos administrations communales, et le corollaire, c'était que, ou les corollaires, c'était que les infrastructures qui étaient construites ne répondaient pas aux besoins des populations à la base. On a connu la vague des destitutions de maires depuis la première mandature jusqu'à celle qui avait cours avant la mise en œuvre de la décentralisation. On a connu un certain nombre de polémiques au plan national. En tout cas, on a connu aussi les audits FADEC qui ont révélé des cas de mauvaise gestion. Donc, il était temps que les acteurs de la gouvernance de notre pays, notamment au niveau central, le chef de l'État, avec son gouvernement, réfléchissent à comment on réinvente notre décentralisation, comment on redistribue les rôles, tenant compte des échecs que nous avons connus, pour envisager avec plus de sérénité le développement de nos communes. Donc voilà globalement ce qui a présidé à la réforme structurelle, et le mot est bien trouvé, structurelle du secteur de la décentralisation, qui a été consacré par la loi 2021-14 du 20 décembre 2021. D'accord. Monsieur Gérard Viao, pour vous, est-ce que cette réforme était opportune? Merci beaucoup. Je salue les autorités qui sont sur le plateau. Opportune, je dirais oui. Oui, parce que nous avons constaté, tel qu'a dit notre co-débatteur, le coordonnateur tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'éléphants blancs. Un maire, parce que nous sommes dans la commune ensemble, vous êtes élu, je suis élu,
et que votre localité a besoin d'un marché, si je mets le marché là-bas parce que vous êtes opposant, si je mets le marché là-bas, la communauté va dire que vous avez amené un marché, va voter la prochaine fois. Alors je vous envoie peut-être des additions d'eau au lieu d'un marché. Ou carrément, quelque part, on veut autre chose. Finalement, on voit que les choix étaient que des choix politiques. Et comme ça, il faut quand même réfléchir après plusieurs années. Je suis d'accord que la réforme était opportune et il fallait le faire parce qu'on devrait aller de l'avant. Nos communes sont mal gérées puisque la décentralisation qu'on avait promue, la gouvernance à la base n'était plus ce que nous avons constaté et les communes sont restées telles qu'elles étaient presque. Du coup, je peux dire que la réforme était vraiment opportune. Peut-être on ira dans le vif du sujet après, oui. Mais c'est opportun. D'accord. Et puis l'un des objectifs que vise cette réforme, je le dis sous le contrôle donc du coordonnateur, c'est la séparation des fonctions politiques aux fonctions techniques. Est-ce que finalement la politique est un frein pour le développement? La politique est un frein pour le développement et les acteurs politiques sont amenés à vivre cette réalité à leur compte défendant. Parce que lorsque je suis élu, c'est vrai, je suis parti sur la base de promesses électorales qui n'ont pas forcément de lien direct ou qui ne sont pas forcément en cohérence avec les réalités de la commune en termes de défis de développement, en termes de ressources, en termes de potentiel en matière de ressources à mobiliser. Donc les politiques, ils partent dans des calculs qui parfois compromettent le développement. L'ami à ma droite l'a rappelé tout à l'heure. Oui, M. Viaro l'a rappelé tout à l'heure. Un politique, il est parfois pris par son cercle politique, par sa paroisse politique, dans plusieurs actions qui ne sont pas forcément très cohérentes avec le développement. Donc, il fallait non seulement opérer cette séparation pour mettre à l'aise les politiques, mais également pour s'assurer que ceux qui sont les gestionnaires de nos communes, au plan opérationnel, au plan administratif, technique, ont le profil idéal qui leur permet de pouvoir assumer les actes qui sont posés. Ce n'était pas le cas pour les politiques, parce que vous savez que pour être maire, il n'y a pas d'école qui vous qualifie pour la fonction de maire. Donc, on ne peut pas être exigeant en termes de profil technique pour le poste de maire, alors que le poste emporte un certain nombre de responsabilités qui sont des responsabilités techniques. D'accord. Alors, Madame Larolo, secrétaire exécutive de la mairie d'Abomey-Calavi, cette expérience, comment vous la vivez? Passionnante, stressante? Comment ça s'est passé à la mairie d'Abomey-Calavi? Merci, monsieur le journaliste. Petite correction, c'est Madame Laourou. Oui. Très bien. Je dirais plutôt qu'elle est très intéressante. Elle est très intéressante en ce sens où elle permet de découvrir autre chose, de découvrir un mode de fonctionnement différent de ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Donc, c'est que du positif, que moi, personnellement, en tant que SE, au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, j'en tire. D'accord. D'Abomey-Calavi, on va aller à Malanville. SE, à Malanville, comment ça se passe? Oui, à Malanville, la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation se passe très bien. Le coordonnateur de la cellule et l'acteur de la société civile l'ont rappelé. Je parle revenir sur les motivations profondes qui ont induit cette réforme-là. Aujourd'hui, je puis dire que avec l'avènement de cette réforme, les deux couloirs sont clairement tracés, tels que c'est stipulé dans le code de l'administration territoriale. C'est-à-dire, le politicien connaît son couloir, le technicien que nous savons connaît également. Il n'y a pas de cohabitation entre eux? Oui, la cohabitation, c'est de façon intelligente et positive, parce qu'il faut le rappeler, que ce soit le maire comme le SE, nous avons l'unique et le commun objectif du développement local. Mais dans ce rôle, il faut que chacun reste vraiment dans le couloir qu'il est tracé clairement dans le code de l'administration territoriale. Donc, je peux dire que dans la commune de Malanville, cette cohabitation se passe très bien avec le maire, entre le maire, le SE et les autres organes politiques, dans le strict respect des textes, notamment le code de l'administration territoriale. À votre fonction à la mairie, quels étaient vos constats en matière de fonctionnement donc, de l'administration territoriale là? Oui, les constats, c'est déjà ce que le coordonnateur a évoqué. D'abord, sur le plan administratif, il faut noter que la qualité des ressources qui existent, il fallait vraiment revoir cela.
le positionnement des agents. Vous voyez, au niveau de l'administration, il y a un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons relevés et c'est tout cela que la réforme est venue corriger. Alors, spécialement pour le cas de la mairie de Monaville, lorsque nous avons pris fonction, nous avons travaillé d'abord à expliquer et à faire comprendre la réforme aux différents acteurs communaux, que ce soit à l'interne qu'au niveau des populations. Ensuite, nous avons réorganisé les services parce qu'il fallait remettre tout le monde au travail afin de rendre compétitive et performante l'administration qui doit être exclusivement au service de l'intérêt général et du développement local. Donc, nous avons fait un redéploiement de telle sorte que l'adéquation profil-poste a été vraiment respectée. Chacun occupe vraiment le poste qui lui convient et chacun également a son contrat d'objectif, son cahier de charge. Et ça, il faut le souligner. Le secrétaire exécutif lui-même a son cahier de charge. Le contrat d'objectif qui a été, dont le canevas a été mis à disposition par la cellule de suivi de contrôle de la gestion des communes. Et ce contrat d'objectif est assigné au secrétaire exécutif par le conseil de supervision qui est un organe de contrôle de la gestion du secrétaire exécutif. Donc, du secrétaire exécutif jusqu'au second gardien, chacun a son cahier de charge et le cadre de performance a été tracé et chacun sait ce qu'il attend. Alors, tout ceci nous permet vraiment d'avoir un bon résultat et de conduire efficacement l'administration communale pour que vraiment les populations puissent trouver satisfaction. D'accord. Monsieur Viao, est-ce qu'aujourd'hui on va dire que les communes sont mieux gérées? Permettez de dire ouvertement non. Non, parce que même vous êtes dans le pays avec nous et vous écoutez tout ce qu'on entend autour de cette cohabitation SE et trucs là. Parce que quand on dit mieux gérer, il y a plusieurs pans. L'ambiance de travail. L'ambiance de travail est capitale. Et aujourd'hui, n'allons pas nous mentir sur ce plateau, allons quand même au fond des choses pour qu'on puisse corriger. L'objectif, je dis toujours, la société civile n'est pas des opposants, nous ne sommes pas opposants, nous sommes là pour le développement. Pour la veille citoyenne. Nous travaillons, nous cohabitons avec les acteurs. Et il faut dire que lorsque deux éléphants se battent, c'est les zèbres qui en souffrent. Et ça, aujourd'hui, s'il y avait un maire ici, ils allaient nous dire ça. Ce n'est pas pour dire que la réforme est mauvaise. J'ai dit que la réforme est opportune. Mais lorsque les deux têtes se mettent dans un conflit d'attribution qu'on ne comprend pas, alors que quand vous lisez toutes les documentations mises à disposition, chacun a son rôle clair. Et c'est là, aujourd'hui, peut-être je serai un peu bizarre, je dis que selon moi, ça ne marche pas bien. C'est pourquoi je dis en bloc que ça ne marche pas. Alors, concrètement, qu'est-ce qui ne marche pas? À quel niveau ça ne marche pas? Merci beaucoup. Il y a eu un bilan que la société civile avait fait il y a 6 mois, juste après les réformes. Il y a eu un bilan, on a observé un peu. Et malheureusement, on constate que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et des démissions en cascade, des refus en cascade, ou bien carrément la méfiance. Les révocations également. Des révocations. Lorsqu'il y a méfiance quelque part, ne me dites pas que le résultat serait un bon résultat, ce n'est pas possible. Nous voulons produire du coton et les intrants que nous y mettons, nous-mêmes, là, nous ne nous retrouvons pas dedans, ça pose un problème. Alors, on doit veiller déjà au niveau des intrants, ce qu'on met dedans. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est de la volonté personnelle de certains individus dans la chose. Et je me suis demandé, est-ce que tout le monde a accepté la réforme d'abord? C'est ça le problème. Qu'est-ce que l'on a constaté, par exemple? On a constaté qu'il y a des SE qui ne sont pas résilients par rapport aux nouvelles dispositions qui sont mises en place. C'est-à-dire, lorsque je veux aller, tout à l'heure on suivait dans la salle d'attente le président de l'Assemblée, et il y a une phrase qui nous a tiqué, nous tous, il disait, quand tu n'aimes pas les outrages, n'accepte pas une fonction publique, pardon. C'est fort. On dit le fou, lorsqu'il reconnaît qu'il est fou, il n'est plus fou. Tout le monde sait que lorsqu'on dit quelque part que celui qui s'est battu pour être élu, finalement, il n'est pas ordonnateur d'un budget, ça peut donner un hic. Donc, moi, le SE, je sais déjà que je suis en train de rentrer dans un système risquant. Et là,
je dois développer une résilience un peu plus élevée. Je dois m'apprêter avant d'y aller. Apprêter comment? Travailler sur mon comment on appelle, mon savoir-être. Voir dans quelle mesure. Et tout à l'heure, le SE de Calavi, que je respecte, parce qu'il est SE de mon village, donc c'est important pour moi. Le SE de Calavi a dit tout à l'heure que lui, elle veut apprendre de nouvelles choses. J'ai dit, waouh, ça c'est déjà de la résilience. On ne va jamais avoir ce qu'on constate ailleurs, jusqu'à la fin du mandat. Donc, nous constatons que les éléments qu'on a envoyés sur le terrain n'ont pas travaillé, ne sont pas avertis peut-être par rapport à ces chocs à ces réalités, qui pouvaient se présenter. Du coup, le relationnel pose un problème et leur savoir, leur connaissance qu'ils ont, très élevée, leur savoir-faire aussi qui est là, est saboté par leur vivre ensemble avec les autres et on a les résultats qu'on a. Sinon, on pouvait avoir un bon résultat que ça. D'accord. Monsieur, nous, est-ce que, on va dire, les révocations, les démissions des SE peut être vu comme un échec donc, de cette réforme? Sur ce qu'il y avait à reprocher à la réforme telle qu'elle a été mise en œuvre jusqu'ici, en termes d'échec, je m'attendais à ce qu'on évoque les questions d'insatisfaction des populations, puisque c'est de ça qu'il est question, c'est ça la décentralisation. C'est le service à la base aux populations. C'est la mobilisation des ressources, c'est la construction des infrastructures. Mais si nous faisons le bilan de la réforme à l'aune du sensationnel, à savoir les révocations qu'il y a eu, à savoir les cas de démission, alors que toute démission, moi je discute avec les cadres qui démissionnent, et je ne peux pas les blâmer, je ne peux pas blâmer un cadre qui a trouvé un meilleur emploi, je ne peux pas le blâmer pour dire tu dois rester SE ou tu dois rester directeur administratif dans une commune. Quand on est cadre, on peut avoir sa ligne à soi, on peut avoir des ambitions et on travaille pour atteindre ces ambitions. Aujourd'hui, les questions que nous évoquons, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et quand un SE a un petit souci dans sa commune, d'emblée, ça passe sur les réseaux sociaux et nous en tirons la conclusion que c'est la réforme qui a échoué. Est-ce que c'est de ça que nos populations ont besoin? Nos populations n'ont pas besoin de ça. Nos populations ont besoin d'avoir de l'eau. Nos populations ont besoin d'avoir des écoles, ont besoin d'avoir des centres de santé. Et là, tout le débat que nous devons faire, c'est toujours de garder le lien avec le diagnostic qui a prévalu à la mise en œuvre de la réforme, à savoir qu'il y avait un certain échec dû à la politisation à outrance de l'administration, dû à la mauvaise gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous sommes donné les outils, les moyens, le mécanisme, les procédures pour éviter ces travers que nous avons connus par le passé? La réponse est oui. Aujourd'hui, est-ce que le problème que nos communes avaient, à savoir qu'il n'y avait pas de cadres qualifiés, ou les cadres qui avaient été impliqués aux conseils communaux et aux maires ou aux parrains politiques du maire de la localité, est-ce que nous avons coupé ces liens-là aujourd'hui en mettant en place un fichier national ou des cadres d'un certain profil ayant justifié donc d'une certaine pratique dans la gestion tout court et dans la gestion communale pour certains? Est-ce que nous avons réalisé cet objectif-là aujourd'hui? La réponse est oui. Est-ce que nos cadres qui sont sur le terrain savent que mieux que par le passé, parce qu'ils sont punissables des actes qu'ils peuvent poser, ce qui n'était pas le cas pour les politiques, qui n'étaient pas forcément punissables? Est-ce que les cadres techniques qui sont en poste aujourd'hui dans nos communes savent qu'ils doivent bien conduire les procédures de passation de marchés publics parce qu'ils peuvent se retrouver devant les juridictions compétentes? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont l'obligation de mobiliser mieux que par le passé les ressources? Parce que ce n'est pas le potentiel qui n'existe pas, le potentiel est là. Mais c'est les pertes en chemin que nous avions sur la mobilisation des ressources, parce que si j'ai 15 agents collecteurs dans la commune et que 14 sont politiquement parrainés, ne vous attendez pas à ce que si par jour ils mobilisent 50 000 francs, qu'ils vous les ramènent intacts. Non, c'est peut-être 15 000, 20 000 qui vont vous ramener. Mais ils savent qu'aujourd'hui, celui qui est le patron de l'administration, que c'est un cas technique qui n'est pas de la localité. Il y a quelques 2 ou 3 cas rares, vous avez des SE qui sont de leur localité, qui n'est pas de la localité, qui peut les sanctionner parce que lui-même peut être sanctionné. Quand on a assaini le milieu et qu'aujourd'hui, nous avons de belles perspectives en matière d'accroissement de nos ressources, que les résultats se ressentent déjà au bout de 2 années de mise en œuvre, on ne peut pas dire que 2 ans de mise en œuvre de la réforme sur le secteur de l'administration se sont soldés par un échec. Non, le sensationnel ne doit pas nous empêcher d'apprécier ce qui techniquement est au service et au profit donc des populations à la base. D'accord, on va écouter Madame Lauro. Ça fait 2 ans que vous vivez cette expérience à la mairie d'Abomey-Calavi. Qu'est-ce qui peut amener un secrétaire exécutif à démissionner de son poste?
Ça, c'est une bonne question. Ce qui pourrait amener un secrétaire exécutif à démissionner de son poste, c'est peut-être, comme l'a dit monsieur le coordonnateur, une autre opportunité. Peut-être des contraintes familiales. Ça, je parle pour moi. En dehors de ça, je ne vois pas ce qui pourrait amener un secrétaire exécutif à démissionner. Parce qu'à tout problème, il y a une solution. Et quand nous nous retrouvons quand je me retrouve face à des difficultés, automatiquement, je sais qu'il faut que je me réfère soit à la tutelle, soit à la cellule de suivi qui est tout le temps disponible pour nous accompagner et résoudre les difficultés. D'accord. À la mairie de Malanville, le fait que le SE soit ordonnateur du budget communal, on l'a entendu, un maire, au lancement de cette réforme, il a dit « laissez-nous notre budget ». Est-ce que le fait que vous soyez ordonnateur donc, de ce budget, ça ne pose pas un problème, ça ne pollue pas l'environnement de travail avec le maire et même la population? Pour le cas spécifique de Malanville, je dirais non. Non, parce que depuis ma prise de fonction, il y a 2 ans, tous les organes politiques, d'abord, ils ont bien compris le sens, le bien fondé de cette réforme-là. Et je le disais tout à l'heure, le simple fait que je sois ordonnateur du budget, ça ne gêne en rien. Parce que ce budget, il faut le rappeler, le processus de son élaboration implique fortement les organes politiques. D'abord, l'une des innovations, c'est le débat d'orientation budgétaire. Alors, cela voudra dire quoi? Déjà, au début du processus budgétaire, ce sont les élus communaux qui, à travers une session du conseil communal et un débat bien houleux, donnent les orientations au secrétaire exécutif. Et c'est sur la base de ces orientations-là que le secrétaire exécutif se retrouve avec ses collaborateurs techniques pour faire le projet de budget. Et durant tout le processus, le maire, le conseil de supervision et le conseil communal sont impliqués. Alors, cela voudra dire que c'est les lignes, les orientations qu'ils ont données au secrétaire exécutif, c'est sur cette base que le budget est fait. C'est un budget participatif, mais ce n'est pas comme avant, le maire peut se permettre certaines choses, non? Non, le maire ne peut plus se permettre certaines choses. D'abord, ce qui est fait, c'est sur la base d'abord du plan de développement communal. D'accord. Et tout ce que le conseil de supervision, le conseil communal donne comme orientation, ce n'est pas seulement avec le maire, c'est avec tous les élus communaux. D'accord. Monsieur Yanou, quels sont les résultats en 2 ans? Quels sont les résultats qu'on peut déjà partager? D'accord. Déjà, sur la question essentielle du budget, puisque oui. ça a défrayé beaucoup la chronique, le budget tel que l'a rappelé le SE de Malanville, c'est un document de planification qui découle lui-même d'autres documents de planification qui, en termes de normes, sont au-dessus. D'accord? Donc, aujourd'hui, quels sont les organes qui répondent du contenu des documents de planification? Ce n'est pas les cadres. Puisque ceux qui sont allés aux élections, pour parler comme le représentant de la société civile, c'est les politiques qui sont allés aux élections. Donc, le budget, il est techniquement piloté, organisé par le secrétaire exécutif, mais ceux qui répondent de son contenu, c'est les élus. Et le maire est à toutes les étapes avec les autres élus du conseil de supervision du processus de préparation du budget. Le secrétaire exécutif n'est que l'ordonnateur parce qu'il a un profil qui lui permet de répondre de ces actes, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien système. Maintenant, quels sont les bilans? Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on a gagné en 2 ans? Ce qu'on peut retenir, c'est que nous étions tous unanimes pour dire que la politisation posait un problème pour la gestion de nos communes. Aujourd'hui, c'est réglé. Les couloirs sont tracés. Même si, dans la mise en œuvre en 2 ans, il ne faut pas espérer que tout soit... Il y a des ratés. Il doit y avoir des ratés. Nous sommes en face d'humains. Chacun apprend de ses fautes, chacun apprend de ses expériences, chacun doit s'approprier même les dispositions du code. Ce n'est pas évident. C'est un nouveau mécanisme qui est mis en place. Mais aujourd'hui, on a séparé les fonctions pour responsabiliser chacun, pour que chacun réponde des actes qu'il pose. On a réalisé ça. On a aujourd'hui 2 organes qui ont été introduits dans la gestion de nos communes, donc, au nom de cette séparation, dont le secrétaire exécutif qui incarne l'organe administratif et technique, qui dans le couloir et s'assure donc dans son couloir s'assure de la gestion administrative et technique de la commune, et de l'autre côté les organes politiques. Le nouvel organe politique créé en plus du conseil communal, c'est le conseil de supervision. L'autre chose que nous avons gagné, et je le disais tout à l'heure, c'est que nous avons aujourd'hui un fichier national des principales fonctions administratives et techniques. Et vous avez vu quel est l'engouement que ça a suscité quand la première campagne a été organisée. Donc aujourd'hui on a ce fichier
des cadres de divers horizons, que ce soit de l'administration centrale, de l'administration des communes, que des cadres venant du privé, sont dans ce fichier. Et c'est eux qui gèrent les principales fonctions dans nos communes. Ce qui n'était pas évident il y a quelques années en arrière. Ça, c'est des choses que nous avons gagnées. Aujourd'hui, l'autre chose que nous avons gagné au titre de ces réformes, c'est que les secrétaires exécutifs, avec leur équipe, en fait, toute l'équipe de secrétaires exécutifs, donc les autres cas titulaires des principales hautes fonctions, c'est eux qui ont la responsabilité de mobiliser les ressources pour financer le développement de la commune. Ce qui aussi n'était pas évident, parce que si je suis maire, ne me demandez pas d'envoyer les impôts dans mon village ou dans mon fief politique à cœur, avec le sourire aux lèvres pour aller mobiliser les ressources. Non, c'était pas évident. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui se font avec beaucoup plus de facilité et les chiffres sont là et parlent. Aujourd'hui, en matière de conduite des procédures de passation des marchés publics aujourd'hui, puisque c'est ça aussi le cœur donc, des dissensions ou des polémiques qui ont été entretenues autour de ces réformes. Aujourd'hui, ceux qui sont responsables et qui répondent et ceux qui sont devant moi, me sont témoins, c'est bien eux, avec les cas techniques, qui sont formés, outillés pour le faire, ce qui n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, ce que nous avons gagné, en plus des résultats qui sont déjà probants en matière de mobilisation des ressources, en matière de gestion plus assainie, en plus de ça, aujourd'hui, ce que nous avons gagné qui est essentiel, c'est cette responsabilisation donc d'acteurs techniques, c'est cette disponibilité de cas techniques qualifiés qui conduisent la gestion de nos communes. Monsieur Viaou, au regard des tests, on a l'impression que les secrétaires exécutifs sont les plus forts donc, au sein de la commune. Est-ce que c'est une impression? Moi, je ne dirais pas ça. J'avais dit ça à l'entame, j'ai dit qu'à lier les tests, chacun a son couloir. Et l'analyse a montré que normalement le secrétaire exécutif est garant même de la vie civile. C'est-à-dire quoi? Selon nous, ce qu'on a compris, c'est que le secrétaire exécutif, c'est celui-là qui est avec la communauté, qui est... Et on a même... Dans les réflexions, on a même vu que c'est même celui-là qui est chargé de la mobilisation des ressources pour la commune, donc l'agent commercial de la commune, acteur civil, coordonnateur des projets de la commune, apte à satisfaire les attentes de toutes les parties prenantes. Et nous constatons que si on a dit au début que c'était pas tel qu'on voulait, qu'est-ce que veut la société civile? Que la communauté soit prise en compte comme il se doit. Et là où nous sommes ici, pour nous, c'est que le ESCE doit considérer aussi les acteurs que nous sommes, c'est-à-dire la communauté que nous sommes, doit être avec nous en tant que communauté pour que les choses puissent aller comme il se doit. On n'a pas ça totalement. Je vous fais un aveu, je ne vais pas citer la commune. J'ai fait un travail dans une commune où l'activité c'était de mettre les autorités communales avec la communauté autour d'une activité récréative façon. Mais quand on a interviewé la population, ils disent on est content de voir le chef, le SE avec les autres parler avec nous comme s'il n'y avait rien. Ça veut dire que pour lui c'est un événement de voir l'autorité communale. Le maire était super dans son coin. Mais aujourd'hui, les SE on ne sent pas comme il se doit. Vous voyez un peu. Donc, pour nous, moi je ne dirais pas qu'ils sont les super, parce que si on considère ça, on va encore tirer le problème. J'ai dit au début, lorsque les éléphants se battent, les zèbres en souffrent. Et on faut même si on a des résultats tels qu'a dit le coordonnateur, je suis d'accord, mais il faut qu'on tienne compte du tissu social. Que fait le SE pour que la cohésion sociale soit renforcée, par exemple? Allons là. D'accord. Madame Laourou, pour ce qui concerne la mobilisation des ressources, on sait que c'est une question épineuse au niveau des mairies. À Abomey-Calavi, comment ça se passe? À Abomey-Calavi, déjà en 2023, quand on fait la comparaison avec 2022, on a une nette amélioration des recettes propres, d'à peu près, si je ne me trompe pas, 16%. Cela est dû à quoi? On a renforcé les contrôles. On a mis en place des systèmes de veille à tous les niveaux, que ce soit au niveau des services marchands, au niveau des carrières de sable par exemple, au niveau des marchés, au niveau des boutiques. Il y a un suivi régulier qui se fait et les gens ont été responsabilisés. Et comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, les contrats d'objectifs qui ont été assignés aux différents directeurs, aux différents chefs services et chefs division
font que chacun se retrouve quand même obligé de faire le suivi pour ne pas se retrouver pénalisé. Voilà. D'accord. Et au niveau de Malanville, la question de la gestion, la question foncière, le lotissement, comment est-ce que vous gérez ces questions? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Dans la liste des fonctions principales, il y a la fonction liée au directeur des affaires domaniales et environnementales. Et la question de lotissement, d'abord, il y a des orientations qui ont été tracées par le gouvernement. Vous avez suivi récemment les différentes décisions du gouvernement dans ce cas-là. Alors, il faut noter que dans ce domaine précis, il y a la délivrance des attestations de détention coutumière. Et ce travail, nous le faisons avec le directeur des affaires domaniales, comme je disais, avec la commission des affaires domaniales et environnementales. Nous respectons le code foncier et domanial à la matière. Et là, il faut noter que les chiffres sont satisfaisants parce qu'il y a plus de 1000 dossiers que nous avons étudiés l'année passée, en 2023. Et ce qui n'était pas le cas dans les années antérieures, avant la réforme. Nous avons également l'affirmation des conventions de vente. C'est vrai que depuis août 2023, cette attribution est désormais sortie des communes en application du code foncier domanial. Mais avant cela, nous employons véritablement à délivrer les actes qu'il faut, autant qu'il faut, pour satisfaire vraiment les populations à la base. C'est très important. D'accord. Monsieur Hennou, comment faites-vous le suivi et le contrôle de la gestion des communes? Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent d'apprécier la performance de nos communes? Oui, nous avons des indicateurs. Une fois encore, les secrétaires exécutifs en face de moi me sont témoins. Nous avons élaboré des canevas pour à eux-mêmes leur faciliter déjà le travail. Parce que il y a une fausse impression qui est entretenue qui laisse croire que les secrétaires exécutifs sont tout puissants. Non, ils ne sont pas du tout puissants. Celui qui est tout puissant dans la commune, c'est le maire, parce qu'il a 3 casquettes. Il est maire, et lui seul, il représente un organe. Il est président du conseil communal, il est président du conseil de supervision, qui est l'organe disciplinaire qui peut, à tout moment, lorsque des faits de faute lourde ou d'insuffisance de résultats sont documentés et prouvés, il peut à tout moment faire révoquer un secrétaire exécutif. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas souvent. Oui. Donc, nous avons élaboré des canevas pour permettre aux secrétaires exécutifs de rendre compte mensuellement de leur gestion aux organes politiques. Et ça, c'est très important. Les secrétaires exécutifs sont un peu comme des directeurs généraux de sociétés et ils ont à leur tête un conseil d'administration qui est présidé par le président du conseil d'administration, qui est le maire. Et ça, certains maires et certains membres du conseil de supervision n'en prennent pas suffisamment conscience. Et c'est eux qui laissent entretenir ou qui laissent dans l'opinion l'idée selon laquelle les secrétaires exécutifs sont tout puissants. Si je fais de l'examen du rapport mensuel d'activité du secrétaire exécutif, un point important de la gestion de la commune, un secrétaire exécutif, je ne sais pas ce qu'il peut me cacher, parce que tous les éléments de la gestion sont remontés mensuellement aujourd'hui. Donc ces outils existent. Nous avons des outils pour évaluer les secrétaires exécutifs eux-mêmes, avec des pondérations qui permettent de savoir si tous les secteurs ou tous les aspects de la gestion communale sont pris en compte. Si les diligences qui sont mises à leur charge par la loi, si les organes qui doivent fonctionner au travers de plusieurs actions qui doivent faire en amont et en aval, si ces diligences sont observées. Donc, il y a plusieurs outils que nous mettons en place. Il y a des outils pour suivre la mobilisation des ressources et la SE de Calavé a pu vous le dire tout à l'heure. Donc, nous avons mis en place beaucoup d'outils pour leur faciliter le travail, pour nous faciliter à nous-mêmes le suivi. Et ils savent, lorsque les ressources ne rentrent pas, périodiquement, nous faisons des relances pour savoir. Et en plus de ça, nous sommes constamment sur le terrain. Constamment sur le terrain auprès des acteurs, que ce soit les secrétaires exécutifs, les autres cadres des communes, les élus. Nous sommes là constamment parce que le code, il faut bien que les gens se l'approprient. C'est une loi nouvelle. Donc, on est là pour les aider à s'approprier. On est là pour régler les problèmes et les anticiper. Les conflits qu'on évoque, c'est normal. Dans toute organisation, il y a des conflits. Donc, on est là pour les anticiper. Sans oublier ce que nous faisons de plus, c'est les formations au profit de tous les cadres
que ce soit les cadres tirés au fichier, que ce soit les membres du conseil de supervision, que ce soit les autres cadres des mairies, pour faire en sorte que la bonne gouvernance, la meilleure gouvernance qui est prônée par ces réformes, passe d'un rêve à la réalité. Donc, on se donne les moyens donc, de faire ce suivi. Au niveau de la société civile, est-ce que vous avez un regard sur les procédures de passation du marché au niveau de nos communes? Oui, bien sûr. Nous, à travers les CPC, nous avons des cellules de participation citoyenne. Tout se passe bien avec cette réforme Vous savez, ma position, vous voyez, nous sommes pour la réforme. Oui. Nous sommes en train, nous on ne peut que tirer tout ce qui est bon est bon. Oui. Là où on peut estimer qu'on peut nous aider à accompagner, à corriger, on va améliorer, on va le faire. C'est pourquoi vous aurez constaté qu'il y a ces éléments sur lesquels je suis en train de tirer. Tirer, pas pour dire que tout est rose. Nous aurions voulu aujourd'hui que, au lieu que ça soit le maire qui soit avec la société civile telle qu'on le faisait avant, c'est la SE aujourd'hui, qu'il fasse cette ouverture-là pour que, ensemble, que ça ne soit pas seulement les travaux techniques, que la société civile soit aussi impliquée plus. Puisque eux, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont avec nous, en fait, pour que le développement soit complet. C'est tout ce qu'on est en train de tirer dans cette affaire. Ils ne sont pas seulement des agents techniques à envoyer des rapports. Mais tout à l'heure, je suivais le coordonnateur un peu, il a dit, nous faisons la formation au cadre. Nous faisons. Oui. J'attendais qu'on dise, nous faisons. La société civile a été. Mais je n'ai pas entendu ça fortement. Bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'en parler. Le coordonnateur est en train de donner ce que vous dites. Je crois que ça ne... On veut mieux, c'est tout. On veut mieux. On veut que les SE sachent que ce n'est pas dans une guerre pour dire, bon, je ne suis pas libre, je ne suis pas si en haut là-bas, mais qu'ils sachent qu'ils sont avec nous. Avec nous, tout est facile. C'est un peu ça. Il y a un petit... Oui. Je ne dirais pas que c'est rectificatif, mais nous devons faire attention pour éviter que les secrétaires exécutifs tombent dans le populisme ou aillent sur un terrain pour donner l'impression aux maires qu'ils sont en train de les concurrencer. Les secrétaires exécutifs sont dans un rôle technique et administratif. Il n'en demeure pas moins que sur des questions d'animation de développement, donc de mobilisation sociale autour de certaines activités de développement, que sur des questions de communication pour le développement de la commune, qu'ils se mettent ensemble avec la société civile, chose que nous encourageons fortement. Et si la société civile a des difficultés de collaboration pour accéder à des informations qui normalement sont des informations publiques, pour participer à certaines procédures en tant qu'observateur avec les communes, nous sommes tout à fait disposés à examiner ces questions. Et nous encourageons les secrétaires exécutifs à mettre en place une gouvernance la plus transparente possible, la plus participative possible, qui implique tous les acteurs de la commune, sans verser dans le populisme qui pourrait laisser croire qu'ils sont en train de concurrencer les maires sur le terrain. Ça, ce n'est pas l'objectif de la réforme. D'accord. Madame Larole, est-ce que vous avez cette possibilité d'avoir une ouverture avec les organisations de la société civile, ne serait-ce que pour votre commune? Merci pour la question. Heureusement, au niveau de Calavi, je dois avouer qu'en 2022, on n'était pas vraiment en relation avec la société civile. Mais on a corrigé le tir en 2023. Je donne un exemple. Pour la reddition des comptes, par exemple, on a eu une séance avec le représentant de la société civile et les sujets ont été choisis ensemble. Pas plus tard que cette semaine, par exemple, on a élaboré, en fait, avec l'aide d'un partenaire dont je ne peux pas citer le nom, le budget citoyen. Ils étaient avec nous. Pour 2025, on ambitionne de faire vraiment un budget participatif. Et ils sont déjà avec nous et nous anticipons ensemble. Donc on fait quand même l'effort de travailler avec eux. Et il faut dire qu'au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, les élus, le secrétariat exécutif et la société civile travaillent de pair. D'accord. Et à la mairie de Malanville, c'est le cas également? Oui, c'est le cas. D'abord, au niveau de Malanville, nous avons mis en place un cadre formel de concertation entre la société civile et la mairie. Et de façon trimestrielle, nous nous retrouvons pour discuter ensemble sur des questions qui touchent le développement. Parce que j'ai souvent l'habitude de leur dire, le développement de la commune, ce n'est pas seulement l'affaire du maire et du SE. Il faut que la société civile aussi aide la commune à mobiliser les ressources. C'est très important. Alors, au-delà de ces cas de concertation que nous animons de façon périodique,
nous avons également signé de façon formelle un contrat avec la société civile, notamment Social Watch, qui nous donne des obligations de faire participer la société civile à tout le processus d'élaboration du budget, la réduction des comptes. Ma collègue de Calavi l'a dit, la thématique, c'est la société civile qui l'a choisi. Et même la société civile va même au-delà en prenant en charge certaines réductions de comptes, ce que nous applaudissons très bien. Donc, sur toute la ligne, nous impliquons la société civile au niveau de la commune de Manaville. Notre ami peut... Voilà. Donc, nous savons que c'est vrai, le SE ne doit pas apparaître comme un politique, parce que cette collaboration que notre ami de la société civile souhaite, le coordonnateur l'a dit, si déjà nous mettons à descendre le règlement sur le terrain, on peut nous confondre aux politiques, ce qui n'est pas du tout bon. Donc les questions sur lesquelles nous devons mobiliser la société civile, nous le faisons pour qu'ensemble, on puisse construire le développement ensemble. D'accord. Avant de poursuivre notre entretien, on va marquer une pause pour suivre un élément témoin justement sur le bilan de cette réforme sur la décentralisation. Donc, dès ma prise de fonction, donc, de m'assurer de l'état, des différents services qui animent l'administration de la municipalité de Cotonou. Et donc, j'ai fait le point et l'état des lieux des différents services. Et les premiers constats, beaucoup plus tournent autour, je dirais, de façon globale, de la lenteur. Il y a beaucoup plus de lenteur dans le fonctionnement de l'administration communale. La lenteur dans la délivrance des services publics aux populations, alors que nous sommes confrontés à une situation où la population est dans un besoin quotidien des services communaux. Et donc il y avait une très grande lenteur au niveau de certains services spécifiques. Et c'est évidemment à ce niveau que j'ai axé beaucoup plus mes interventions. Le secteur de la décentralisation à la commune de Nati Tengou marche très bien. Et s'il faut vraiment dire, c'est qu'on va dire un merci d'abord au chef de l'État, à tout son gouvernement et à toutes les têtes pensantes de cette réforme. Parce que avec cette réforme, nous voyons nos communes qui, à l'horizon 2027, 2025, je dirais, toutes les communes vont amorcer ou vont vraiment pouvoir dire ce qu'elles ont pu tirer des retombées de cette réforme. Il y a également la cellule de suivi de contrôle de la gestion des réformes qui nous appuie dans dans la mesure de leur possible. À chaque fois que nous avons des difficultés, cette cellule est là pour nous appuyer et ils font des missions de suivi par moment. Donc avec ces missions de suivi, on arrive à parfaire nos façons de faire, nos habitudes de faire. Et je crois que je vais exhorter cette cellule à ce que sa mission soit plus rapprochée. Pourquoi pas par trimestre faire le tour des communes, ça permettra que nous établissions des feuilles de route et qu'on soit vraiment à jour vis-à-vis des tests, qu'on ne fasse pas autre chose que les tests n'ont pas prévu. La réforme a dissocié la politique de l'administration. Et c'est une chose qu'on doit louer, c'est louer parce que cela a donné au moins le coup de main qu'il faut à l'administration d'évoluer sans contrainte politique. Et mon appréciation, c'est que c'est une bonne chose, cette réforme qui est intervenue dans les communes et qui a beaucoup motivé le personnel des communes. Cette réforme, c'est pour nous, les cadres de l'administration communale, c'est ce que moi je dirais. C'est vrai que ça fait du bien aux politiques aussi, du fait que leur condition de vie a été améliorée aussi, avec des véhicules mis à disposition. Mais pour les communes, les agents, c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire. Oui. Parce que la réforme est venue et nous avons applaudi. Il y a d'autres réformes entreprises par le gouvernement aussi, mais qui n'impactent pas les communes. Avant la réforme, le conseil communal est pratiquement celui qui dirige la mairie. Et les agents sont marginalisés. Et si tu n'es pas du bord politique ou si tu n'es pas de leur bord, tu es mal vu, on te traite de tout. Mais après la réforme, nous constatons que les agents sont plus à l'aise dans leurs tâches. La réforme est la bienvenue. Nous saluons et nous remercions le gouvernement pour
cette action. Et le XE est maintenant avec nous. Et la politique est à part, le développement est à part. Et les agents sont libres dans leur travail, ils sont à l'aise, il n'y a plus de problème. Depuis l'avènement de la réforme, ça a été presque systématique qu'on responsabilise les personnes qui ont des profils donnés à des postes qu'il faut. Et il n'y a pas de chef-service qui n'a vraiment pas le niveau aujourd'hui, et des gens qui ont le niveau qui se trouvent dans un arrondissement, par exemple. Il y a une réorganisation de l'administration. Il y a une réorganisation. Et vraiment, ça a été un acte salutaire pour nous, les agents. Et ça a son impact aussi sur le fonctionnement de l'administration. Voilà donc pour cette lecture des acteurs sur ce bilan là de la réforme de la décentralisation au Bénin. On va parler maintenant des perspectives. On commence avec la mairie d'Abomey-Calavi. Madame Larourou, qu'est-ce que vous attendez améliorer dans les années à venir, et également quelles sont vos doléances à l'endroit aussi bien de la cellule donc de contrôle que du gouvernement dans son ensemble? Merci monsieur le journaliste. Les perspectives, il y a déjà maintenir la lancée, là, cette lancée que nous avons commencé, cette lancée en ce qui concerne la mobilisation des ressources, pour continuer comme ça, parce qu'aujourd'hui, nous avons un budget de 9 milliards, nous voulons challenger contre nous quand même qu'il y a 40 milliards. Donc le but, c'est d'en arriver là. Et les lotissements, c'est le cheval de bataille pour nous en 2024, quand même arriver au bout de ces travaux de lotissement-là. Et comme doléance à l'endroit du gouvernement et de la cellule, c'est que je vais demander la poursuite quand même de tout ce qui est accompagnement que nous avons déjà, et demander également le développement et la mise à disposition des outils tels que les manuels de procédure, les décrets et les arrêtés d'application de la loi portant compte de l'administration territoriale en République du Bénin. D'accord. À la mairie de Malanville, la perspective. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première perspective, c'est la modernisation de l'administration communale. À l'instar de ce qui s'observe au niveau national, il faut digitaliser un certain nombre de services locaux pour passer au e-service. C'est très important. En dehors de ça, il faut mettre en place, il faut continuer de mettre en place les investissements structurants pour changer et améliorer de façon qualitative la vie des citoyens. En dehors de ça, il faut optimiser la mobilisation des ressources. Ça, c'est très important parce que c'est ça le levier principal. Nous ambitionnons de passer du statut de commune à statut intermédiaire à une commune de statut particulier, parce que c'est notre objectif et nous activons pour ça. En plus de ça, il faut également poursuivre la formation. Ça, c'est déjà les doléances à l'endroit de la cellule, le renforcement des capacités. Et ma collègue de Calavi l'a dit tout à l'heure, la mise en place des subventions qui est nécessaire pour soutenir vraiment le développement au niveau local. Donc, globalement, c'est ce que je peux dire en matière de perspective de doléances. Au niveau de la société civile, la veille citoyenne, vous avez noté quelques points qui, pour le moment, ne vous satisfont pas. Sans doute que ces points ont été notés et vont être améliorés. En termes de perspective au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. S'il fallait donner les perspectives, pour nous, la réforme est opportune. Que le processus continue. Deuxième chose, que les SE soient renforcés. C'est-à-dire, tout à l'heure on a appris qu'il y a des formations qui se font, que les formations continuent. Aujourd'hui, nous avons compris, et je peux affirmer des études qu'on a fait sur ces tests-là, que le SE n'est jamais super puissant dans la commune. Il faut que la population enlève ça de la tête. Donc, il va falloir que la collaboration des SE et de la société civile soit renforcée pour qu'on puisse passer les messages vrais, pour que la communauté puisse accompagner ce processus. Passer d'une commune
à statut intermédiaire, à statut particulier, c'est un objectif fort. Et là, il faut que la communauté soit... Parce qu'ils sont venus ici parler des 77 communes. J'aurais constaté malheureusement que ceux qui sont là ont parlé de leurs communes. Il faut, deuxième chose, que la synergie entre les SE soit renforcée. Que ceux qui ont maîtrisé la chose, ceux qui comprennent la chose, soutiennent ceux qui sont faibles dans le système. La cellule de suivi ne peut pas tout faire. Devant l'autorité, il y a toujours des réserves qu'il faut porter. Je vous dis une vérité. Ça là, on ne va pas porter de gants pour en parler. Mais entre eux, il faut qu'il y ait une synergie renforcée pour que le fort, celui qui a compris le système, puisse renforcer celui qui est faible. Et là, facilement, on peut atteindre des objectifs. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Que le gouvernement travaille à ce que, malheureusement, depuis 1 an et demi, on avait déjà souligné que les manières de procédure qu'on soient mises en place, j'avais de doutes à sortir ça, mais je constate que l'AS Calavi vient de dire ça. S'il vous plaît, dites-moi concrètement, est-ce que nous pouvons avoir les résultats efficients si nous n'avons pas le moyen de procédure déjà élaboré? Que la cellule de suivi travaille à ce que les SE aient le moyen de procédure en bonne et due forme. Et je crois que comme ça, là, le développement que nous espérons, nous pouvons l'avoir. Pour finir, je voudrais dire que la politique ne peut pas être séparée. C'est-à-dire, tel que j'entends là, non. Mais il faut que les hommes techniciens sachent qu'ils sont techniciens et que le politique sache qu'il est politique et nous allons. D'accord, monsieur Landry. Oui, je reprends à mon compte toutes les attentes pour garantir que les formations vont se poursuivre, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, parce que nous avons plusieurs autres initiatives pour renforcer les capacités. Sur le financement des communes, l'État a pris une lancée depuis 2 ans et les chiffres sont parlants. Les subventions en matière de fonctionnement et en matière d'investissement sont allées croissant et la tendance va être maintenue. Sur la prise en charge salariale aussi bien des cadres que des élus, ce qui a été effectué depuis 2 ans. Et la lancée va être maintenue, même si principalement ce n'est pas la vocation de l'État de se substituer complètement aux communes. Mais dans une dynamique comme celle de la réforme, c'est des choses qui vont continuer à se faire. Les tests d'application vont être pris, mais des choses essentielles vont être faites en 2024 déjà. C'est-à-dire que les manières de procédure, les secrétaires exécutifs sont là. Certains ont été associés au processus d'élaboration des manuels de procédure, notamment sur le volet de gestion budgétaire et comptable, c'est bouclé, ça va être mis en œuvre. Les organigrammes types sont déjà bouclés également, les acteurs ont été impliqués, ça va être mis en place. Et le plus important, c'est que nous travaillons sur un système d'information des communes, donc un système de gestion intégré qui permet de documenter tous les processus, que ce soit budgétaire, de gestion dans les communes, et ces outils-là vont être mis en place en 2024, donc pour le bonheur des populations à la base. La synergie entre élus et cadres et société civile, nous allons travailler à mieux la promouvoir pour le bonheur de nos communes et de nos populations. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Landry Henou. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général de la mairie de Ouidah, actuellement coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Également, merci à vous, monsieur Gérard Viao, de la société civile, on va dire directeur général également du cabinet SMS Africa, observateur de cette réforme depuis son démarrage en 2022. Les deux SE qui nous ont accompagnés dans cette émission, madame Karine Laroux, de la mairie d'Abomey-Calavi. Merci également d'avoir participé à cette émission. À Malanville, il était également là, secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, Olivier Alokoutoui, également qui a participé à cette émission. Merci pour vos diverses contributions. Merci surtout aux coordonnateurs pour ces éclairages. On espère que les différentes doléances qui ont été posées et les insuffisances qui ont été, on va dire, évoquées seront corrigées pour que la réforme voulue par le chef de l'État soit effective dans les années à venir. Réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, 2 ans après, bilan et perspective, c'était le thème de notre entretien pour cette émission spéciale. Nous restons optimistes pour que cette réforme soit parfaite pour le bien-être des populations à la base. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.
Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros